Autre phénomène qui, cette fois-ci, est intramuros. Alors que nous étions au travail sur la réémergence du futur muséum d'histoire naturelle, sur les travaux donc de sa refondation, nous avons croisé la trajectoire d'une problématique qui se posait dans le quartier de Borderouge, qui est une zone au nord de Toulouse, où une zone d'aménagement concerté, qui était un grand projet de la ville, avait en son sein un étang autour duquel une biodiversité spontanée s'était réintroduite. Elle était autour de terrains maraîchers, à l'état d'abandon, abandonnés au niveau de leur activité. Mais cette zone, cette petite étang a eu la particularité de voir s'installer une collection de roseaux, de typhées pour être plus précis, et devenait au fil du temps une des dernières grandes zones humides de Midi-Pyrénées, conservées avec une biodiversité sauvage qui s'était réintroduite, atterrissage d'oiseaux migrateurs, à tel point que plusieurs associations de sauvegarde de la nature, plusieurs associations naturalistes en sont émues et ont émis des avis au niveau de la ville, qui s'est retourné donc vers le Muséum d'histoire naturelle en lui demandant ce qu'elle pensait, ce que le muséum pouvait proposer à ce titre-là. Nous avons élaboré un projet à la fois conservatoire autour de cet étang, qui est une idée de conserver pour le futur, parce que l'une des particularités, c'est que cet étang n'est pas naturel, c'est complètement artefactuel. C'était une ancienne gravière abandonnée qui avait servi pour la production de matériaux pour la voie de chemin de fer de l'Hers, au nord de Toulouse. Et gravière abandonnée, donc livrée à elle-même, et bien entendu, la nature, selon l'expression consacrée, a repris ses droits. Donc nous avons conservé cet élément-là pour une démarche à la fois de sauvegarde, bien sûr, démarche institutionnelle, pédagogique, autour des relations entre les êtres vivants, autour de ce point d'eau important, car cette eau spontanée qui apparaît là, c'est autre que la nappe phréatique qui couvre l'ensemble de cette zone de 150 hectares de la zone d'aménagement concerté. Donc se posait la question de la conservation générale du futur et de la patrimonialisation de ce lieu, sans tomber dans l'excès inverse de faire une réserve d'Indiens. Mais nous avons posé autour de ce lieu-là, alors qu'il n'y avait rien, strictement rien au moment où nous avons pris le projet en cours. Il y a aujourd'hui une pression de 15 000 habitants et on parle de 60 000 à terme, puisqu'une station de métro vient d'arriver un peu plus loin, le quartier se prolonge, des centres commerciaux se créent, etc. Donc la question qui est fondamentale qui est posée, c'est au cœur de la ville, quelle nature pour demain ? Nous qui sommes plutôt habitués au cœur d'une ville à avoir la fréquentation de ronds-points, d'espaces verts, de jardins, alors qu'ici c'est une zone à évolution naturelle qui est proposée à la fois à notre sauvegarde, mais aussi à la connaissance des publics. Donc cette attitude de patrimonialisation, elle s'inscrit dans la dynamique du muséum, elle est aussi ambiguë parce que où se situe la frontière de patrimonialisation? Est-ce que c'est une réserve? Est-ce que c'est vraiment un lieu à évolution naturelle? Vers où devons-nous nous tourner pour que l'on puisse prendre conscience de la richesse que nous avons sous nos yeux? Autre aspect de cette patrimonialisation, le secteur était, je vous l'ai dit tout à l'heure, un secteur maraîcher important de la ville. Cette activité maraîchère s'est petit à petit, au fil du temps, déplacée et le terrain était bien entendu laissé. Nous avons réimplanté sur le lieu une autre forme de démarche patrimoniale, une démarche de mémoire, en implantant toujours autour du thème de l'eau, mais cette fois-ci non plus au terme de l'eau spontanée, mais plutôt de l'eau maîtrisée, des jardins potagers. Question de la nourriture qui va se poser à nous, qui se pose autour de nous, dans une ville cosmopolite comme Toulouse. La question, c'est la mémoire des espaces et des activités autour d'un jardin que nous avons appelé les jardins potagers du monde. Ici, l'eau est maîtrisée. Vous avez vu cette noria d'inspiration syrienne qui irrigue l'ensemble des jardins, avec un respect de l'eau retournant à la nappe que vous avez pu voir affleurer au niveau de l'étang. Et donc le muséum s'est inscrit aussi dans cette démarche-là de connaissance, de développement à la fois du savoir-faire potager, de la mémoire du lieu
et de la problématique contemporaine de regard que nous avons sur l'environnement, tout particulièrement important autour de l'eau. Les potagers du monde, c'est un ensemble très simple, organisé par grands carrés, par grandes zones géographiques, qui maintenant a sa 3e année de pousse et qui livre déjà enfin si le temps le permet, livre déjà des spécimens tout à fait étonnants venant du monde entier. Je terminerai sur cette photographie de lotus, qui là n'est pas une démarche de, comment dirais-je, de patrimoine, mais plutôt une démarche d'esthétique et de beauté. Le potager du monde abrite un très bel espace voué à un bassin de lotus que je vous fais partager dans sa dynamique. Ce que je souhaiterais dire, c'est que tout à l'heure, lorsque Kitrikaz nous a parlé donc, de ces réflexions de patrimonialisation et de regard sur le patrimoine, nous avons suivi pratiquement la même démarche, à savoir quel intérêt avons-nous dans notre démarche de patrimonialisation, quel regard portons-nous sur nos collections présentes et futures. Est-ce que le musée est condamné à s'enrichir? Ce n'est pas évident. S'il s'enrichit, comment et dans quels axes? Et quand il a affaire à des espèces vivantes ou des lieux qui sont amenés à vivre et qui vivent, comme les potagers du monde, ou l'étang de la Maorine, ces questions sont fondamentales et elles se posent au partage du public. Voilà, j'espère que j'ai tenu le...